Présentée comme un banal outil d'investissement, elle met à nu l'écart entre l'apparence feutrée des rendez-vous diplomatiques et la mécanique souterraine que les services de sécurité attribuent à des réseaux cherchant à infléchir une transition politique déjà fragile. Vous vous demandez peut-être ce que cela signifie si Ibrahim Traoré est visé. Dans les 24 heures, les indices relient Abidjan, Accra et Paris. La valise cesse d'être un fait divers et devient la pièce visible d'un rapport de force que le pays croyait réservé aux coulisses. Cette vidéo ne promet ni sensationnalisme ni révélation gratuite. Elle propose une lecture structurée d'un mécanisme précis. Comment un flux financier apparemment discret peut devenir un instrument stratégique au moment où un État cherche à reprendre la maîtrise de ses leviers essentiels. Le bénéfice pour le spectateur est clair. Comprendre en 10 à 15 minutes ce que des semaines d'enquête institutionnelle ont mis au jour, sans jargon ni raccourci. L'enjeu dépasse largement une valise et son contenu. Il touche à la question de la loyauté, de la souveraineté et de la vulnérabilité des systèmes politiques soumis à des pressions multiples. À travers cette affaire, le récit montre comment des réseaux d'influence opèrent, comment ils testent les lignes de fracture interne, et comment les institutions réagissent lorsqu'une tentative est détectée à temps. Le cœur du sujet n'est donc pas l'argent en soi, mais ce qu'il cherche à acheter, et surtout, ce qu'il révèle sur la période traversée par le Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré. La révélation ne vient pas d'un sommet officiel, mais d'une scène ordinaire. Un homme est interpellé au centre de Ouagadougou avec une valise contenant 5 milliards de francs CFA. En moins de 24 heures, les services de sécurité établissent un premier faisceau d'indices reliant cette somme à un réseau opérant entre Abidjan, Accra et Paris, indiquant que l'affaire dépasse largement un geste isolé. Ce point de départ change immédiatement la lecture. La valise n'est ni un investissement, ni un prêt, ni une aide ponctuelle. Les données disponibles suggèrent un levier destiné à acheter des loyautés militaires à un moment où l'équilibre institutionnel reste fragile. Le contexte est déterminant. Le Burkina Faso évolue dans un environnement régional sous pression constante, où sécurité, économie et gouvernance sont traversées par des injonctions parfois contradictoires. Dans ce cadre, l'argent liquide joue un rôle particulier. Il permet d'agir vite, de contourner les circuits officiels et de tester des lignes de faille sans laisser de traces immédiates. Les enquêteurs découvrent rapidement l'existence d'intermédiaires financiers, de structures dites humanitaires sans activité réelle et d'anciens officiers formés à l'étranger dont les connexions se croisent à plusieurs niveaux du pouvoir. Chaque élément pris isolément reste ambigu. Leur accumulation dessine un schéma cohérent. C'est ici que la trajectoire défendue par Ibrahim Traoré entre en tension directe avec cette mécanique. En affirmant vouloir reprendre le contrôle des leviers essentiels de l'État, il réduit les marges de manœuvre traditionnelles de certains réseaux. La valise apparaît alors comme une tentative d'infléchissement discret, conçue pour agir avant que les réformes ne se stabilisent. Le spectateur doit garder un point en tête. Rien, dans cette séquence, n'indique une improvisation. La rapidité des connexions établies, la nature des relais identifiés et la cohérence des mouvements observés suggèrent une opération pensée en amont. La question ouverte demeure et elle structure la suite du récit. Si une manœuvre aussi organisée a pu être détectée presque par hasard, combien d'autres circulent sous la surface sans jamais émerger? Les personnages qui font avancer cette histoire ne sont ni les financiers identifiés, ni les intermédiaires étrangers. Ce sont des officiers burkinabés, discrets, qui perçoivent les premiers signaux faibles et choisissent une posture inhabituelle. Observer plutôt que dénoncer, documenter plutôt que réagir. Leur rôle n'est pas spectaculaire, mais il est décisif pour comprendre comment la tentative est contenue avant de devenir une crise ouverte. Un premier cas se déroule dans un bureau sobre. Un officier reçoit un appel évoquant une opportunité de transition accompagnée d'un soutien logistique. Il feint l'hésitation, note les formulations, puis transmet chaque détail à la chaîne de commandement. Ce geste apparemment banal marque le début d'un suivi méthodique, où chaque interaction est conservée pour éviter qu'une suspicion isolée ne déclenche un emballement institutionnel. Un second cas apparaît dans un cadre plus informel. Un interlocuteur extérieur, persuadé que la lassitude interne ouvre une brèche, avance des propositions plus directes. Là encore, la réponse reste identique. Écouter, consigner, maintenir l'illusion d'un intérêt prudent. À mesure que les éléments s'accumulent, l'idée d'un axe
structuré reliant argent liquide, réseau extérieur et tentative de manipulation politique s'imposent progressivement. Ces choix produisent des effets immédiats. En interne, un noyau de militaires privilégie la souveraineté plutôt qu'un confort personnel immédiat. En externe, les instigateurs continuent d'agir sans percevoir qu'ils sont déjà suivis. Dans ce dispositif, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme une figure omniprésente, mais comme un point d'ancrage autour duquel ces décisions silencieuses prennent sens. En clair, une loyauté discrète peut infléchir une manœuvre structurée. Le déclenchement ne se produit pas par une arrestation spectaculaire, mais par une rumeur faible qui circule d'un cercle militaire à l'autre. On évoque un étranger poli, discret, convaincu que certains officiers accepteraient de faciliter une transition en douceur contre une aide financière immédiate. Au départ, l'information est traitée avec prudence. Elle rejoint d'autres signaux isolés, trop fragiles pour justifier une action visible, mais suffisamment cohérents pour justifier une surveillance accrue. La montée en tension commence lorsque les propositions deviennent plus explicites. Les échanges se répètent, les formulations se précisent et l'argent liquide apparaît comme le vecteur central. Les services de sécurité comprennent alors qu'une manœuvre est déjà engagée. À ce stade, deux options s'offrent aux autorités. Interrompre immédiatement le processus ou laisser la tentative se poursuivre sous contrôle étroit, afin d'identifier l'ensemble des acteurs impliqués. Le choix, oui, retenu et risqué, mais stratégique. C'est ici qu'intervient Ibrahim Traoré, en assumant une décision qui rompt avec les réflexes habituels en période d'instabilité institutionnelle. Plutôt que de provoquer une rupture brutale, il valide un dispositif fondé sur l'observation, la traçabilité et la patience. Des équipes restreintes sont mobilisées pour suivre les rencontres, documenter les conversations et cartographier les relais financiers sans compromettre la couverture. Chaque rendez-vous devient une source d'information, chaque déplacement un indice supplémentaire. La phase de montée s'accélère début novembre. Les intermédiaires fixent un rendez-vous présenté comme décisif. Le lieu choisi, un hôtel du centre de Ouagadougou, offre un cadre neutre et fréquenté, idéal pour conclure un accord sans attirer l'attention. L'intermédiaire arrive persuadé que les officiers ciblés s'apprêtent à confirmer leur engagement. Les conversations sont enregistrées, les mouvements suivis et la valise devient l'objet autour duquel tout gravite. Le point culminant survient le 8 novembre 2024. Au moment précis où l'accord semble devoir être scellé, une unité spéciale intervient. L'opération est rapide, maîtrisée, sans coup de feu. La valise est saisie, l'homme interpellé, et la tentative s'arrête net. Ce qui devait être le premier acte d'un scénario de mutinerie calibré depuis l'extérieur se referme en quelques minutes après des semaines d'observation continue. Les répliques sont immédiates. Les analyses financières révèlent des circuits liés à des sociétés écrans opérant entre Abidjan, Accra et Paris. Les autorités établissent que ces circuits ont déjà été mobilisés dans d'autres tentatives visant à affaiblir l'État. Dans l'espace public, l'épisode est perçu comme un signal fort. Une manœuvre structurée a été détectée et neutralisée sans que les institutions ne cèdent. L'image d'Ibrahim Traoré, entouré d'officiers restés loyaux, s'impose alors comme un symbole d'une cohésion mise à l'épreuve mais préservée. Entre juillet et octobre 2024, les cellules de suivi financier établissent une base de référence des flux déclarés comme humanitaires, puis observent un delta significatif de plus de 5,3 milliards de francs CFA transitant par des structures de façade. Ce glissement soudain marque un changement de rythme. Les montants ne correspondent plus à des projets identifiables et s'accumulent sur une période courte, ce qui attire l'attention des analystes. Autrement dit, le volume augmente sans que la finalité n'évolue. Le premier bloc de données concerne précisément ces flux. Les comptes examinés prétendent financer des programmes éducatifs ou sociaux, mais leurs mouvements révèlent des transferts massifs déconnectés de toute activité vérifiable. Les rapprochements successifs mettent en évidence un schéma récurrent reliant plusieurs sociétés écrans installées à l'étranger. La logique est simple: multiplier des entités au profil respectable pour diluer la traçabilité. Pour les enquêteurs, cette cohérence apparente est un signal d'alerte, car plus un montage semble ordonné, plus il mérite d'être interrogé. Le deuxième bloc porte sur les communications associées. 32 appels sont recensés en moins de 3 semaines entre les individus impliqués et des interlocuteurs extérieurs utilisant des numéros cryptés. Cette fréquence inhabituelle ne prouve pas à elle seule une opération coordonnée,
mais sa concentration temporelle intrigue. Elle coïncide avec des incidents sécuritaires localisés, suggérant une circulation parallèle de l'argent et de l'information. En clair, les flux financiers ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une séquence où la pression informationnelle augmente en même temps que les tentatives d'influence. Le troisième bloc concerne la réaction intérieure mesurée après l'interpellation. Dans les 48 heures, plus de 1 à 2 millions de messages de soutien sont enregistrés sur les réseaux sociaux. Et près de 10 000 volontaires se signalent pour participer à des dispositifs locaux de sécurité. Ces chiffres ne garantissent pas une stabilité durable, mais ils indiquent un sursaut collectif rapide. Pour les institutions, cette mobilisation agit comme un amortisseur. Elle réduit l'espace dans lequel une tentative d'ingérence pourrait prospérer discrètement. Pris ensemble, ces trois blocs dessinent un faisceau cohérent. Les flux construisent la rampe d'accès, les communications articulent la manœuvre, et la réaction populaire révèle une résistance que les instigateurs semblent avoir sous-estimée. Dans ce cadre, la lecture défendue par Ibrahim Traoré gagne en consistance. La prudence institutionnelle ne repose pas sur une intuition inquiète, mais sur un enchaînement de faits observables. Il faut toutefois éviter une interprétation mécanique. Les chiffres décrivent des tendances, pas des intentions formulées noir sur blanc. Leur force réside dans leur convergence. Lorsqu'un delta financier, une intensification des échanges cryptés et une mobilisation sociale se superposent, ils signalent moins un accident qu'une tentative structurée. Pour le spectateur, l'enjeu est là. Comprendre que ces données ne racontent pas seulement ce qui s'est passé, mais pourquoi l'affaire de la valise dépasse le simple fait divers pour devenir un indicateur de vulnérabilité et de résilience institutionnelle. La première thèse, souvent avancée dans certaines analyses diplomatiques, affirme que l'affaire de la valise illustre une forme de paranoïa institutionnelle. Selon cette lecture, l'État burkinabé aurait tendance à interpréter tout mouvement financier inhabituel comme une tentative d'ingérence au risque de se couper de partenaires historiques. Les défenseurs de cette position évoquent la suspension de programmes internationaux, la réduction de certaines aides et la possibilité d'un isolement économique difficilement soutenable dans un contexte sécuritaire déjà tendu. Pour eux, la prudence affichée relève moins d'une nécessité que d'une crispation. La seconde thèse, portée par une partie de la jeunesse intellectuelle africaine et relayée dans plusieurs médias régionaux, propose une lecture inverse. Elle soutient que la dépendance prolongée constitue un danger plus profond que les tensions diplomatiques visibles. Dans cette perspective, de nombreux dispositifs qualifiés de coopératifs reconduiraient des schémas où la dette, les clauses déséquilibrées et les leviers financiers servent à orienter des décisions souveraines. La valise de 5 milliards apparaît alors comme un symptôme parmi d'autres d'un modèle d'influence rarement assumé publiquement. Refuser ce type de mécanisme serait moins un isolement qu'un repositionnement stratégique. La réponse appuyée sur les faits disponibles se situe entre ces deux pôles. Les données financières montrent que les flux identifiés ne correspondent pas à une aide classique, mais à des transferts opaques sans projet avéré. Les 32 appels cryptés indiquent une coordination qui dépasse l'erreur administrative ou le malentendu. Enfin, la mobilisation rapide de la population suggère une perception intérieure incompatible avec l'idée d'une simple exagération étatique. Pris ensemble, ces éléments réduisent la force explicative de la thèse paranoïaque sans transformer pour autant la seconde en certitude absolue. Dans cette zone intermédiaire, la position d'Ibrahim Traoré apparaît moins idéologique que méthodologique. Il ne s'agit pas de rejeter toute coopération, mais de questionner les mécanismes lorsqu'ils deviennent opaques et rapides. Le Stillman révèle ainsi un point clé. Le débat ne porte pas sur l'ouverture ou la fermeture, mais sur la capacité à distinguer partenariat et ingérence à partir de faits vérifiables. Lorsque les autorités dévoilent l'arrière-plan complet de l'opération, la lecture change de nature. La saisie n'apparaît plus comme un coup de filet opportun, mais comme la partie visible d'un échafaudage construit sur plusieurs mois. Les circuits financiers, jusque-là perçus comme des anomalies dispersées, prennent une cohérence nouvelle lorsqu'ils sont reliés aux communications cryptées et aux relais extérieurs identifiés dans l'enquête. La valise cesse d'être un objet central pour devenir un révélateur. À ce point du récit, le spectateur comprend que l'enjeu n'est pas de savoir comment 5 milliards ont circulé, mais pourquoi ce type de somme trouve une place fonctionnelle dans un système politique sous tension. L'opération visait moins un basculement immédiat qu'un test de résistance. Mesurer jusqu'où des loyautés pouvaient être achetées et à quelle vitesse une structure institutionnelle pouvait se fissurer.
C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré gagne en relief. Sa décision initiale de laisser la manœuvre se déployer sous surveillance apparaît comme une tentative de cartographier un dispositif plus large que prévu. Le midpoint marque donc une bascule narrative nette. L'affaire ne raconte plus une arrestation réussie, mais la démonstration qu'une ingérence peut être observée en temps réel sans provoquer d'effondrement interne. La question silencieuse s'impose alors, et elle guide la suite. Que change cette prise de conscience pour les conséquences concrètes au-delà de l'épisode lui-même? Sur le plan institutionnel, l'affaire de la valise agit comme un moment de cristallisation. La rapidité de la séquence, de la détection à l'interpellation, renforce l'idée qu'une partie de l'appareil d'État demeure capable de coordonner renseignements financiers et actions opérationnelles. Des services souvent perçus comme fragmentés apparaissent ici synchronisés, capables de suivre des flux complexes et de déclencher une intervention en quelques minutes. Cette cohérence donne du poids au discours d'Ibrahim Traoré lorsqu'il insiste sur la nécessité de protéger la souveraineté face à des leviers clandestins. Elle envoie l'idée aussi un signal interne. La fragilité institutionnelle n'exclut pas la capacité de réaction. Sur le terrain économique, les effets sont plus ambivalents. La mise en lumière de circuits opaques fragilise des acteurs habitués à opérer en marge de l'économie officielle, mais elle crée aussi un espace de renégociation. Dans le secteur minier notamment, la visibilité accrue des flux relance le débat sur la répartition des revenus et sur la traçabilité des concessions. Les données publiées indiquent une hausse de la production aurifère et une augmentation des recettes fiscales, interprétées par certains analystes comme les premiers signes d'un resserrement des marges d'influence extérieure. Ces tendances restent fragiles, mais elles suggèrent un mouvement en cours plutôt qu'un simple ajustement ponctuel. Au niveau social, la réaction populaire constitue l'un des impacts les plus marquants. En 48 heures, plus de 1,2 million de messages de soutien circulent sur les réseaux sociaux et près de 10 000 citoyens se déclarent volontaires pour des dispositifs locaux de sécurité. Au-delà des chiffres, un glissement s'opère. La défiance passive laisse place à une participation visible, même inégale selon les régions. L'image d'Ibrahim Traoré, entouré d'officiers restés loyaux, devient un symbole mobilisateur, particulièrement dans les centres urbains où les débats sur la souveraineté prennent le pas sur les frustrations quotidiennes. À l'échelle régionale, enfin, l'épisode s'inscrit dans une dynamique sahélienne plus large. La coordination renforcée entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger gagne une résonance nouvelle. Pour certains observateurs africains, l'affaire de la valise illustre concrètement les formes d'ingérence auxquelles plusieurs capitales affirment vouloir résister. Elle confère à la trajectoire défendue par Ibrahim Traoré une dimension qui dépasse le cadre national, en l'inscrivant dans une tentative de redéfinition régionale des rapports entre souveraineté et dépendance. Pris ensemble, ces quatre niveaux montrent que l'affaire ne se referme pas avec une arrestation. Elle modifie des équilibres, ouvre des débats et redéfinit des attentes, bien au-delà de l'objet initial qui l'a déclenché. Dans la trajectoire de base, le Burkina Faso poursuit la dynamique engagée après l'échec de la tentative d'ingérence, sans rupture spectaculaire. Les institutions se stabilisent progressivement, portées par une vigilance accrue et par des ajustements ciblés plutôt que par des réformes brusques. Les flux financiers sont davantage surveillés, les circuits dans les plus opaques se resserrent et l'État consolide ses marges de manœuvre dans les secteurs sensibles. Dans ce scénario, la croissance reste modeste mais continue et les tensions diplomatiques demeurent contenues. Le pays ne gagne pas une autonomie totale, mais il réduit certaines vulnérabilités mises en évidence par l'affaire de la valise. Le scénario optimiste repose sur une amplification de cette dynamique. La coopération renforcée entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger se transforme en projet concret, notamment dans les domaines énergétiques et miniers. Les investissements croisés créent un effet d'entraînement régional, améliorant la sécurité des infrastructures et la fluidité des échanges. Les recettes publiques augmentent, permettant de financer des politiques sociales plus visibles. Dans cette configuration, la trajectoire défendue par Ibrahim Traoré est relue comme un choix structurant plutôt qu'un pari risqué. La croissance pourrait alors s'accélérer, non par afflux massif de capitaux extérieurs, mais par une meilleure captation de la valeur produite localement. Le scénario pessimiste, enfin, envisage une succession de chocs. Des sanctions, des sanctions économiques ciblées, le retrait de programmes internationaux et des campagnes de dénigrement coordonnées fragilisent l'équilibre déjà précaire. Une contraction de l'activité suffirait à raviver des fractures sociales latentes, tandis que des réseaux extérieurs,
affaiblis mais non démantelés, tenteraient de relancer des opérations similaires. Dans ce contexte, la cohésion interne devient la variable décisive. Une fissure, même limitée, pourrait réduire rapidement les marges d'autonomie acquises. Entre ces trois trajectoires, aucune certitude ne s'impose. L'exercice n'est pas de prédire, mais de penser en parallèle. Comprendre que chaque décision, chaque signal envoyé à l'intérieur comme à l'extérieur, peut orienter le pays vers l'une ou l'autre de ses issues. Pour un premier groupe de spectateurs, ceux qui suivent régulièrement l'actualité du Sahel, sans entrer dans ses détails techniques, l'affaire de la valise agit comme un rappel brutal de la complexité politique du Burkina Faso. Elle montre que les tensions ne naissent pas uniquement des combats ou des attaques visibles, mais aussi de manœuvres discrètes menées dans des espaces feutrés. Pour ce public, le récit offre une clé de lecture essentielle. Comprendre que l'ingérence ne s'annonce jamais frontalement, mais qu'elle se glisse dans les interstices de la vulnérabilité institutionnelle. Un deuxième profil observe cette séquence à travers un prisme économique. Ces spectateurs s'interrogent moins sur les symboles que sur les mécanismes. La circulation de 5 milliards de francs CFA soulève pour eux une question structurelle. Comment un pays confronté à des contraintes budgétaires peut-il se protéger de flux capables de contourner les circuits officiels? Les chiffres évoqués, qu'il s'agisse de recettes fiscales ou de production minière, sont lus comme des indicateurs d'un repositionnement progressif. L'affaire devient alors un point d'inflexion potentiel dans la manière dont l'État tente de redéfinir ses règles du jeu économique. Le troisième profil se concentre sur la dimension humaine. Ce public est sensible aux décisions individuelles, plus qu'aux courbes ou aux scénarios. Il retient la loyauté silencieuse des officiers, la stratégie d'observation patiente et la réaction d'une partie de la population face à une offre alléchante. Pour eux, la présence d'Ibrahim Traoré n'est pas celle d'une figure héroïsée, mais celle d'un point d'appui autour duquel des choix difficiles ont été possibles. Ces trois, ces trois lectures ne se confondent pas. Elles coexistent et éclairent la même scène sous des angles différents. Ensemble, elles montrent que l'affaire de la valise parle autant de systèmes que d'individus, et que son impact dépend largement du regard que chacun choisit d'y porter. La première étape consiste à assainir durablement les flux financiers. Les autorités renforcent les mécanismes de traçabilité afin de fermer les circuits utilisés par les structures de façade. L'objectif est clair, réduire l'opacité en multipliant les vérifications croisées entre déclarations, mouvements bancaires et activités réelles. L'efficacité se mesure par la baisse des transferts suspects et par une meilleure cohérence entre montants annoncés et projets identifiés. La deuxième étape concerne la gestion des ressources stratégiques, en particulier minières. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'État cherche à consolider ses marges de négociation en révisant certains contrats et en imposant des clauses plus favorables. Il ne s'agit pas seulement d'augmenter les recettes, mais de limiter les zones grises où l'influence extérieure peut s'exercer. Le succès se mesure par la progression des revenus officiels et par la réduction des fuites vers les circuits parallèles. La troisième étape prend une dimension pédagogique. L'affaire de la valise est intégrée aux formations militaires et administratives comme un cas d'école. Les équipes apprennent à détecter les signaux faibles, à analyser les incohérences et à documenter les faits avant qu'une crise n'éclate. Les indicateurs sont qualitatifs mais concrets. Qualité des rapports, rapidité d'identification des anomalies, coordination entre services. La quatrième étape repose sur la vigilance citoyenne. Associations, médias locaux et acteurs communautaires sont encouragés à débattre et à signaler les pratiques douteuses. Cette implication élargit le champ de détection et réduit l'espace d'action des réseaux opaques. L'impact se mesure par l'augmentation des initiatives locales et par une participation accrue aux dispositifs de veille. La cinquième étape concerne la transparence publique. Publier des données, accepter le débat et rendre compte des décisions limite la prolifération de récits concurrents. Lorsque ces conditions sont réunies, les futures tentatives d'ingérence trouvent un terrain moins permissif et la réponse institutionnelle gagne en crédibilité. Lorsque le récit revient vers les premiers officiers qui ont choisi d'observer plutôt que de céder, l'affaire de la valise prend une tonalité plus humaine. On comprend alors que l'épisode n'a pas seulement mis à l'épreuve des procédures ou des institutions, mais aussi des individus confrontés à une décision intime. Accepter une promesse de confort, refuser au risque de l'isolement, ou patienter assez longtemps pour dévoiler ce qui se cachait derrière une offre apparemment rationnelle. Leur choix, discret et sans mise en scène, devient l'un des fils conducteurs de toute la séquence.
La présence d'Ibrahim Traoré dans cette histoire n'est pas celle d'un héros solitaire. Elle agit comme un point d'ancrage autour duquel ces décisions individuelles ont pu se structurer sans se fragmenter. Les images où il apparaît entouré de soldats restés loyaux prolongent le motif initial de la valise. Face à une somme censée tout acheter, certaines lignes ne se négocient pas. À mesure que le récit se referme, ce ne sont ni les chiffres ni les procès-verbaux qui dominent, mais la mémoire de cette patience collective. Une tentative d'ingérence soigneusement dissimulée a échoué non par un geste spectaculaire, mais par une accumulation de choix sobres et coordonnés. Et s'il fallait retenir une idée, ce serait celle-ci. La loyauté résiste quand tout semble négociable. En quittant cette histoire, le Burkina Faso n'apparaît plus seulement comme le décor d'une tentative d'ingérence déjouée. Il devient un espace où se redéfinissent, lentement et sans certitude, les rapports entre pouvoir, dépendance et vigilance collective. L'affaire de la valise montre que les décisions prises dans les bureaux officiels ne suffisent jamais à expliquer seules une trajectoire nationale. Elles s'entrelacent avec des réactions silencieuses, des engagements locaux et des discussions qui émergent bien au-delà des cercles institutionnels. Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas de tirer une conclusion définitive, mais d'affiner son regard. Suivre l'évolution des débats sur la souveraineté, observer les réformes économiques en cours ou écouter les voix contradictoires qui traversent la société permet de replacer cet épisode dans une dynamique plus large. La trajectoire défendue par Ibrahim Traoré peut être discutée, critiquée ou nuancée, mais elle pose une question centrale qui dépasse un seul pays. Face aux valises visibles ou invisibles qui circulent dans d'autres contextes, jusqu'où estimez-vous acceptable que des intérêts extérieurs pèsent sur des choix collectifs censés appartenir à ceux qui les vivent?